Bon, je te laisse la main, Maxime. Oui, ça marche. Bonjour à toutes et tous. Donc, merci déjà de votre présence à cette présentation. Donc, on va vous présenter EcoCode. Donc, c'est une présentation en complément de celle qui a été faite au Brestcamp par Johanna et David. Donc, pour rappel, EcoCode, c'est un projet concret open source qui permet, donc à destination des développeurs, qui permet d'améliorer l'empreinte environnementale, enfin de réduire l'empreinte environnementale des logiciels. Donc, on se base sur l'outil de qualité de code qui s'appelle SonarCube. Donc, moi, je vais me présenter rapidement. Donc, Maxime Algorn, je suis tech lead chez Natixis depuis 2 ans, donc principalement sur les technos Angular et Spring. Avant, j'étais alternant ingénieur, enfin, pour avoir un diplôme d'ingénieur pendant 3 ans chez Natixis également. Et donc, je suis core contributeur de l'équipe qui est derrière le projet EcoCode, donc la Green Code Initiative, depuis le début de l'année, donc depuis depuis environ 11 mois. Et donc moi, c'est David de Carvalho. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis développeur à peu près. Donc depuis 15 ans, presque 15 ans chez PageDawn, donc le groupe Solocal. Donc ça fait 5 ans que je suis architecte logiciel et core contributeur depuis 1 an sur justement ce fameux plugin EcoCode en open source. Donc pour rappeler un petit peu le contexte avant de vous montrer concrètement les choses, donc là on reprend quelques slides de la présentation du Brestcamp qui était plus longue que celle qu'on va faire là. Donc si vous voulez plus de détails, ces parties-là, c'était Johanna qui l'expliquait très bien. Donc je vous laisserai regarder un petit peu la vidéo, mais grosso modo, EcoCode est une initiative donc de développement d'un plugin sur SonarCube en open source. Et cette initiative fait partie d'un collectif qu'on appelle le Green Code Initiative. Et donc, l'objectif du Green Code Initiative, c'est d'héberger plusieurs autres projets de ce genre autour du Green Code. Une petite timeline sur l'évolution de EcoCode. Au début, ça a été créé en 2021, donc il y a 2 ans, dans un autre contexte qui s'appelle le CNUMER, qui est un autre collectif qui s'appelle le Collectif de conception numérique responsable, qui est assez connu. Et en 2022, on a travaillé sur le projet pour justement plutôt fusionner les différents travaux autour d'EcoCode, parce qu'il y en avait dans le CNUMER, et il y en avait également effectué donc, avec Olivier Le Gouer, qui travaille à l'Université de Pau, qui est un chercheur et qui travaille avec nous sur la définition des règles. Donc voilà, il travaillait de son côté à l'université. Il y a Snap aussi, qui est une société de services où il y a plusieurs aussi développeurs qui travaillent sur le sujet. Donc tout ça, ça a été fusionné en 2022, donc pour voilà, dans le but de rationaliser un peu les choses. Et en 2023, on a créé la Green Code Initiative justement pour essayer de fusionner encore plus et amener peut-être d'autres projets autour de ça. Pour situer un petit peu tout ce qui est impact environnemental, bon, on sait par différentes présentations autour voilà, de tout ce qui se passe au niveau de l'environnement, on sait quand même que le gros impact sur l'environnement, c'est quand même tout ce qui est production, donc les productions de matériel, notamment avec les minerais à extraire, etc. Ça coûte très très cher. Donc c'est quand même 80% de l'impact environnemental, c'est quand même la production du matériel. Mais il y a quand même encore 20% où là, c'est plutôt l'utilisation qu'on en fait de ces différents terminaux qui a aussi un impact environnemental. Et donc, c'est sur ces 20%-là qu'on va essayer, nous, de jouer, en tout cas sur la partie logicielle, éco-conception, essayer de faire les choses, on va dire, correctement, entre guillemets, ou alors plutôt avoir ça à l'esprit, parce qu'avant, on essayait quand même de faire les choses correctement, mais on n'avait pas forcément cet impact environnemental à l'esprit. Donc, les leviers d'action pour agir à notre niveau, il y en a plusieurs, mais ce qu'on a identifié, nous, et qu'on entend un petit peu dans la philosophie, c'est quand même d'essayer de dégraisser un petit peu les fonctionnalités, notamment des fonctionnalités qui ne sont pas très utilisées, ou alors elles le sont moins, peut-être. Donc là, il faut, pour dégraisser, justement, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs méthodologies de faire, donc il faut mesurer pour vérifier ce qui est vraiment utile ou pas, comprendre l'utilisation des utilisateurs et du coup, s'il faut arbitrer pour dégager carrément des services entiers s'il y a besoin. Hein. Ce que font les gros du web, hein, on voit bien chez Google, etc. À un moment donné, ils voient bien que ce n'est pas utilisé, du coup, ils dégagent carrément des pans entiers de fonctionnalités. Et l'autre pan, c'est de s'améliorer. Donc, comment on peut nous s'améliorer comment on peut améliorer nos outils et notamment, un des axes, c'est plutôt
essayer de faire ça de manière automatique, parce que manuellement, c'est très chronophage et très pénible, mais on a des outils qui le font déjà, donc notamment SonarCube, qui est un outil sur le marché, on va en parler après, qui justement essaye de prôner un petit peu une meilleure qualité de développement, et c'est dans ce cadre-là qu'on va essayer, nous, de venir rajouter notre petite patte pour l'impact environnemental. Techniquement, comment ça se passe derrière? Ça se base sur ce qu'on appelle l'AST, l'Abstract Syntax Tree. C'est grosso modo, c'est une méthodologie de parcours de code. Et c'est comme ça que fait donc Sonar. Et Sonar permet aux développeurs qui veulent créer des plugins de pouvoir justement utiliser ce qu'ils proposent en termes de framework. Donc il y a un framework par langage. Et donc, dans chacun des frameworks, on a la possibilité, via du code, d'analyser, de parcourir l'arbre du code qu'on est en train d'analyser. Typiquement, donc vous avez sur la gauche donc un petit code qui vient d'une partie mobile plutôt, où là, on va vouloir dire, ben, là, dans le petit encart qu'on voit, on essaie d'analyser un if. Et donc, on va rentrer dans le if, donc on va avoir un objet if statement. Dans le if statement, on va avoir deux parties, tout ce qui est condition, dans laquelle on va aussi pouvoir aller voir ce qu'il y a dans la variable, comme opérateur, comme valeur. Et il y a le body après. Et par, voilà, par parcours de cet arbre-là, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a dans le code et détecter des choses et du coup lever des alarmes si on en a besoin, enfin si on le souhaite. Du coup, j'ai dit tout à l'heure rapidement et Maxime aussi, on vient s'intégrer dans SonarCube, donc qui est peut-être le logiciel peut-être le plus connu qui travaille sur la qualité de la production des développeurs, essayer de lever des alertes au plus tôt sur ce que produisent les développeurs, vraiment ligne par ligne, donc c'est une analyse statique. Donc c'est quand même un outil très populaire sur le marché, donc c'est basé sur de l'analyse statique de code, donc pas dynamique, hein, statique, donc c'est-à-dire que le code est récupéré et il va l'analyser via des règles qui sont en interne dans leur moteur pour dire bah, cet endroit-là vaudrait mieux faire de telle façon plutôt que telle autre. C'est quand même un outil quand même qui est complètement indépendant de tout l'écosystème qui tourne autour, des deux autres applicatifs qui sont déployés. Donc, c'est indépendant de la taille du code, de la catégorie, des fonctionnalités qui existent ailleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dans son coin, qui travaille pour que justement il y ait moins de choses qui interagissent avec lui. On peut également l'intégrer dans une pipeline, ce qui est la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. On essaie de le mettre dans une pipeline, comme ça, au plus tôt, lorsqu'un développeur commit donc son travail, enregistre son travail, le SonarCube, enfin la chaîne va faire en sorte que le SonarCube va se réveiller et du coup analyser les petits morceaux de code qui sont poussés. Donc ça permet, au fur et à mesure, si on intègre EcoCode, bah, de verdir, hein, entre guillemets, le code. Ça s'adresse quand même C'est quand même un outil assez technique. Il faut savoir lire du code, il faut savoir regarder le code, et comprendre les problèmes qui remontent. Donc, c'est quand même plutôt adressé aux développeurs ou à des chefs de projet voilà, qui savent lire du code. Ça sera moins adressé à des marketeurs, par exemple. En termes de règles qui sont apportées par EcoCode, il y en a un certain nombre. Donc là, c'est pour la partie web et il y a une partie mobile ensuite. Donc sur la partie web, à l'heure actuelle, alors il faudrait qu'on remette à jour parce que ça bouge quand même pas mal EcoCode. Il y a 39 règles disponibles et donc fournies automatiquement avec le plugin lorsqu'il est installé. Donc actuellement, on a ces langages-là, donc Java, PHP, JavaScript, Python. Rust, il n'est pas encore tout à fait là parce que c'est des idées qui sont là, mais ce n'est pas encore implémenté. Donc, il y a une ligne in progress et en cours de développement, donc il y en a 7. Des règles identifiées, il y en a 49 qui ont été conçues, qui sont prêtes à être implémentées, mais qui ne le sont pas encore. Donc voilà, on attend aussi des contributions. Et des awaiting rules, c'est des règles qui ont été imaginées, mais pas encore discutées, pas encore poussées, donc on ne les a pas encore mis prêts à développer. Pareil pour la partie mobile, donc on a une partie Android et une partie iOS où là, c'est quand même plus proche, enfin, il y a moins de choses en cours parce qu'il y a quand même Olivier Le Gouer, qui est un chercheur, qui travaille là-dessus et qui pousse beaucoup sur la partie mobile. Je vais laisser la main du coup à Maxime pour vous présenter rapidement l'architecture. Ouais, je vais faire un petit tour de l'architecture de SonarCube, donc sur une instance en production et aussi sur une instance lorsqu'on souhaite ajouter une règle dans EcoCode. Donc en production, un SonarCube se sert d'une base de données pour stocker toutes ces données. Donc là, c'est du Postgre. On va pouvoir accéder à SonarCube par le biais du NIHM, donc pour consulter les résultats des analyses de la qualité du code. Mais on va aussi pouvoir accéder à SonarCube
par une API qui fournit à la fois, enfin qui peut être utilisée à la fois dans des pipelines d'intégration continue, donc CI/CD, c'est ce que disait David juste avant. Et on peut aussi y accéder en tant que développeur, donc ça va nous être bien utile en local pour pouvoir pousser des analyses de code pour pouvoir les retrouver ensuite dans SonarCube et les consulter via l'IHM. Donc SonarCube fournit un fonctionnement fourni dans un certain nombre de plugins déjà de base et il y a la possibilité d'ajouter des plugins. Et donc pour ça, il y a deux options. Soit on passe par la marketplace de SonarCube. Donc la marketplace, hein, c'est un endroit qui est géré par SonarCube et qui contient une cinquantaine de plugins aujourd'hui qui ont été validés par l'équipe qui est derrière SonarCube et qui vont être installables en un clic depuis l'interface d'administration. Donc ça, on va vous faire une démonstration tout à l'heure de comment on fait pour un plugin EcoCode. Et il y a une seconde possibilité, lorsque les plugins ne sont pas encore disponibles sur la marketplace, on peut directement copier le plugin qui a été buildé, enfin le package du plugin, dans un dossier qui est disponible dans l'installation de SonarCube, donc le /extension/plugins. Donc ça, c'est d'un point de vue production. Lorsqu'on souhaite développer une règle dans EcoCode, on a fourni un certain nombre d'outils en fait pour simplifier le développement. Donc déjà, toute l'installation SonarCube avec l'API et l'IHM se retrouve dans un conteneur. Donc on a une utile Docker pour ça. Et on va avoir un certain nombre d'outils shell qui vont permettre donc de manipuler ce conteneur pour pouvoir initialiser, récupérer les logs, installer un profil, etc. On va aussi avoir un dossier, donc on a fait un montage d'un dossier pour pouvoir donc copier en temps réel, enfin copier assez rapidement les plugins, utiliser les plugins qui ont été construits dans le cadre du développement pour pouvoir les utiliser directement dans Sonar. Et donc on a un petit script shell également qui permet de construire ces jars depuis les sources qui ont été modifiées pour le développement. Et enfin, on a un certain nombre de projets de tests qui nous permettent de faire de tests d'intégration sur des cas réels. Donc pour chaque langage, on va retrouver un projet de test associé et on va pouvoir donc le pousser via un script également dans notre SonarCube de dev et retrouver les différents retours qui ont été faits par les plugins EcoCode. Voilà un petit peu le fonctionnement, un petit peu le schéma de l'architecture en développement d'une règle EcoCode. Donc, je vais laisser David faire la démo pour la partie Java. Je prends la main et je vous partage du coup mon écran. C'est bon, vous voyez mon navigateur? Ouais, Ouais, c'est bon. c'est bon. Alors rapidement, en termes de repository, donc on a donc un GitHub Green Code Initiative dans lesquels il y a plusieurs repositories. Comment ça s'organise, grosso modo, hein? On a un répertoire par plugin. Parce qu'en fait, quand on parle de plugin EcoCode, d'un plugin EcoCode, en fait, il n'y en a pas qu'un. Il y en a un par langage. Donc on va avoir un plugin qui est dans le repository EcoCode. Actuellement, il y a le plugin Java dedans. Entre autres, il y a les spécifications de nos rules aussi. Mais ce plugin va être sorti dans un autre, dans un autre repository dans pas trop longtemps. On a EcoCode iOS pour le plugin iOS, un plugin pour Android spécifique à Kotlin, un plugin pour JavaScript, un plugin pour Android qui n'est pas Kotlin du coup, un pour PHP, un pour Python, un pour HTML qui est en train d'arriver. Et on voit plein de petits projets, de petits repositories qui sont suffixés par test project, qui sont justement les fameux projets de test qu'on dirait environnement réel, que a cité Maxime. Donc il y en a un par langage. Donc il y a voilà, Kotlin Android, il y a le Java, etc. Et donc c'est ceux-là qui vont nous permettre de valider euh, justement de simuler un vrai projet en fait d'entreprise qu'on veut analyser et dont les codes sources est envoyé à Sonar et sur lequel on veut faire une analyse statique. Common, c'est là où il y aura des tools et de la doc. Bon, voilà, entre autres. Website, c'est voilà, un site aussi qu'on met à disposition. Donc là, la petite démo, c'est sur EcoCode, donc sur la partie Java. Donc, comment ça s'organise? La plupart des repositories de plugins sont faits à peu près pareil, hein. Il y a pas mal de petits scripts shell qui sont utilitaires pour, voilà, quand on veut faire un plugin en local, enfin, créer une règle dans le plugin en local.
pas mal de fichiers Markdown qui vous donnent de la doc, comment contribuer, comment installer, enfin voilà, pas mal de choses à lire. Et si on va dans le répertoire Java Plugin, comment ça s'organise? Donc, c'est du Maven, hein, donc il y a un POM, il y a les sources. Dans les sources, il y a des tests et les fameux fichiers de règles. Et comment sont comment s'organiser les règles? Si on a un fichier, une classe Java par règle. Donc, c'est assez facile d'aller voir en fait sur une règle comment c'est implémenté. Typiquement, moi, celle que je voulais vous montrer, donc j'en ai pris 3 comme ça qui sont assez représentatives. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais plutôt vous montrer dans cette doc-là également, quand on revient sur EcoCode, on a un fichier qui est assez important qui s'appelle rules.md, qui est la doc de toutes les règles. Et là, on référence toutes nos règles. Donc, vous pouvez retrouver toutes nos règles et dans quel état elles sont. Donc, pour Java, pour PHP, pour JS, pour Python, pour Rust. Donc, avec une petite légende là-haut. Hein, et d'où elles viennent. Donc, un petit nom, un petit descriptif rapide. Et pourquoi cette règle, elle est là? Pourquoi elle a été inventée? Typiquement, la plupart du temps, c'est que soit c'est qu'on se base sur un référentiel. Alors, les référentiels bougent, hein, donc potentiellement, il y a des règles qui peuvent aussi bouger avec. Donc, la petite fusée, c'est prêt à développer. Le petit panneau, là, en travaux, c'est en cours de développement. Les interdits, c'est que ce n'est pas applicable sur ce langage-là. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était la EC1, par exemple, qui est, par exemple, en fait, il y a une règle sur les appels des repositories Spring à l'intérieur d'une boucle. Il y a des choses en termes d'impact environnemental, vaut mieux faire d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Je vais vous montrer après la petite règle tout à l'heure. Donc là, voilà, vous pouvez retrouver la liste des règles ici, donc pour tous les langages. Maxime vous montrera tout à l'heure les règles JS. Du coup, j'ai préparé un environnement local. Donc comme vous a montré tout à l'heure dans le petit schéma d'architecture, Maxime, donc j'ai un sonar qui tourne en local, donc qui est dockerisé. Ce sonar, il est là, il est lancé, hein, donc en localhost. Donc j'ai utilisé des petits scripts voilà, qui permettent d'initialiser tout ça. J'ai installé, je ne sais pas si vous êtes assez au fait de comment fonctionne Sonar. Sonar est basé sur la notion de profil. Sonar, de base, lorsque vous avez un Sonar installé de base, Sonar fournit par langage un profil à quoi sert un profil? C'est un regroupement de règles qui sont activées pour un langage particulier. Typiquement, sur C Sharp, voilà. Alors, ils ont le même nom partout, mais ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, par exemple, pour C Sharp, il y a un profil qui s'appelle SonarWay, dans lequel il y a 283 règles autour du langage C Sharp et qui est activé par défaut. Typiquement, on vient sur Java, ils en ont fourni un qui s'appelle SonarWay. Donc, c'est pour ça qu'il est stické built-in, parce que ça veut dire que c'est eux qui le fournissent. Donc, il y a 483 règles qui sont fournies pour du Java. Et moi, du coup, j'ai lancé un petit utilitaire qui est venu greffer nos règles à nous sur Java. Donc, il y en a 19 actuellement. Donc, le petit utilitaire crée un nouveau profil qui s'appelle EcoCode Profil. Et je lui ai dit, bah, maintenant, celui-là, c'est le défaut pour tout ce qui va arriver comme code Java. C'est ce profil-là qui aura raison, enfin, qui passera en priorité. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai installé mon petit environnement. Bon, je vous laisserai regarder la démo sur la Basecamp qui vous montre comment on installe tout ça, comment on développe une règle. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt montrer l'utilisation et parler plutôt de la sécurité. Donc voilà, donc un sonar en local installé, prêt à recevoir du code. Donc si on va dans Project, j'ai rien d'analysé encore. Donc si je vous lance donc le fameux petit projet de test que j'ai ici, donc EcoCode Java Test Project. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais vous montrer donc les use cases. Donc c'est un projet dans lequel, bon c'est du Maven aussi, hein, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a un fichier par use case pour tester un use case particulier de chaque règle. Et typiquement la EC1 que je voulais vous montrer, donc qui est le Calling Spring Repository Inside a Loop. Calling, est-ce qu'il est celui-là? Spring. Voilà, celui-là. Avoid Spring Repository Call in Loop Check. Celui-là, ça, c'est la classe qui va nous servir de use case. Et nous, dans ce cas-là, alors elle est assez simple, hein, on pourra en inventer plein d'autres, hein, des use cases, mais dans ce cas-là, ici, là, le fait d'être dans une boucle, on va voir après vraiment le cœur de la règle, mais là, c'est le use case que je vous montre. Donc, lorsqu'on est sur une boucle en train de parcourir une liste d'ID, par exemple, une liste d'ID d'employés, à chaque fois, on va utiliser le repository Spring, donc, qui va faire une requête derrière avec un find by ID pour récupérer chaque employé basé sur cet ID. Et ça, c'est une mauvaise pratique. Alors, pourquoi? Je vais vous montrer après. Mais à cet endroit-là, lorsqu'on lance ce code-là et qu'on le donne à manger à Sonar, c'est censé râler ici. C'est pour ça qu'on a un non-compliant
avec le petit message derrière. Donc, ce projet-là, du coup, je vais le lancer donc, sur Sonar. Donc, on a un petit utilitaire aussi. On lui donne un token de sécurité que j'ai aussi préparé pour que mon petit utilitaire puisse envoyer les métriques à Sonar. Donc, c'est assez rapide, hein. Voilà, tac. Voilà, c'est envoyé. Donc, si maintenant on rafraîchit, alors ça prend 5-10 secondes, le temps qu'il rafraîchisse un petit peu. Voilà. Donc, maintenant, j'ai un nouveau projet qui est arrivé. Et si on va aller voir le code, justement, le fameux fichier que je vous ai montré, donc le repository, Spring Repository Call in loop check, on voit que, du coup, en effet, ça râle ici. Alors, il y en a d'autres, mais bon, le but, c'est pas de vous montrer les autres, c'est plutôt celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Avoid Spring Repository Call in loop. Donc, c'est celui-là qui dit, bah là, tu as un problème, il faudrait le corriger. Alors, pour voir ce qu'il y a à faire, vous cliquez dessus, et là, il y a un petit bouton, why is this an issue? Et là, ça vous explique ce qui ne va pas et pourquoi. Donc, typiquement, là, avec un petit exemple en plus, alors là, c'est le même, hein, qui dit que si vous parcourez, vous avez une boucle et que vous parcourez vous voulez récupérer la liste des employés à partir des ID en faisant un find by ID, bah, ça, c'est pas génial parce que du coup, ça va faire des tours de. Ça va, comment dire, ça va utiliser pas mal votre CPU, votre RAM, etc. En fait, on va faire à chaque fois appel à la repository, alors qu'on pourrait très bien faire quelque chose qui ressemble à ça, enfin plutôt, même plutôt ça, c'est-à-dire qu'on lui donne la liste des ID en un seul coup, et du coup, il fait une requête qui dit bah, récupère tout d'un coup. Alors, on pourrait le faire, imaginer de le faire en mode paginé, etc. Bon, là, c'est juste pour vous montrer que au lieu de faire une boucle et faire un find by ID, on fait un seul appel, un find all by ID, et ça nous renvoie une liste directement. Ça, justement, c'est, on va dire, une petite optime pour justement éviter d'utiliser trop le CPU, trop la RAM, etc. Donc ça, c'est sur la EC1. On a la même sur, par exemple, alors un autre cas, si je reviens sur le code, notamment sur alors, certainement pour ceux qui connaissent bien Java, l'initialisation de certains objets, typiquement la EC32 qui parle de builder et buffer. Alors pareil, on doit avoir un petit use case ici. Où est-ce qu'il est? Voilà, par exemple, alors, il y a plusieurs use cases, mais on va prendre le bad, justement, pour voir ce qui ne va pas. Typiquement ici, ce qu'il dit, alors c'est pas très naturel pour un développeur, je vous l'accorde, mais ce qu'il dit ici, c'est que en fait, lorsqu'on parcourt une liste et qu'on fait des choses avec cette liste et qu'on compare un index par rapport à sa taille de liste, ben ça, c'est pas très optimal pour l'impact environnemental. Pourquoi? Alors si on clique dessus, donc on voit ici, il y a plusieurs erreurs et on va aller voir voilà, do not call a function when declaring a for type loop. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, il se dit, en fait, à chaque tour de boucle, on va appeler cette méthode-là. Alors là, typiquement, on a une autre méthode, mais alors qu'elle va renvoyer la même valeur. Donc, en fait, le fait de ne pas l'appeler à chaque fois, on va économiser des temps CPU, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appelle une méthode, il va faire un petit calcul pour aller voir où est la méthode, pour aller rentrer dedans, etc. Alors que si on sait que la valeur ne change jamais, bah, autant la récupérer avant. Là, on la récupère une seule fois et on n'appellera pas à chaque fois la méthode dans les tours de boucle. Alors, ça fait la même chose, c'est la même valeur, mais on économisera un appel d'une méthode qui va aller chercher une valeur. Donc voilà, ça, par exemple, ça aussi économise un petit peu de temps CPU. Alors, pas forcément de la RAM, mais surtout du CPU. Et dernier exemple, c'était voilà, l'initialisation des buffers builders. Ça, c'est pareil. Alors, si on va aller voir le code, toujours pareil. Alors, on doit avoir un using, où est-ce qu'il est? Voilà, initialize buffer with appropriate size. Alors là, il y a des use cases où ça marche. Typiquement, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien parce qu'on n'initialise pas. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Donc, du coup, sur les endroits où on voit le non-compliant, on est censé avoir le problème qui nous dit, bah, il faut initialiser. Alors que sur les autres, alors il y a d'autres problèmes sur notre use case, mais il n'y a pas le initialiser buffer ou builder. Donc, si on va aller voir la règle sur celle-là, par exemple, tac. Alors, pourquoi c'est un problème? Typiquement, ceux qui connaissent bien Java, alors String Builder ou String Buffer est un cas, mais il y en a d'autres, hein. Il y a les maps, il y a les listes, etc. En fait, si vous ne donnez pas une valeur d'initialisation de la taille, par défaut, il en a une en interne. Et du coup, comme il en a une en interne, lorsqu'on va venir rajouter des éléments à cet objet-là, il va agrandir automatiquement sa taille interne. Typiquement, par exemple, les listes, je dis n'importe quoi, si par défaut c'est une taille de 10,
Si vous arrivez à la 11e élément à insérer à l'intérieur, il va vous réallouer 10 éléments, etc., etc. Pour les string buffers, c'est pareil. Du coup, si vous, en avance, vous connaissez la taille, à peu près, grosse maille, de votre objet qui va recevoir les traitements, bah, autant l'initialiser en une seule fois. Ça évitera après en interne à ce que le moteur dise bah, tiens, on a dépassé la taille. Hop, c'est un if déjà. Il dépasse la taille, hop, il réalloue, etc. Donc en fait, on va gagner du CPU, on va gagner de la RAM à faire des choses comme ça. Donc voilà, troisième règle. Du coup, Maxime, je te laisse la main pour ta partie JavaScript si tu veux. Ouais, ça marche. Moi, je vais vous présenter aussi quelques éléments sur la partie JavaScript. Alors juste au début, pour gagner un petit peu de temps, je voulais vous montrer que le plugin donc, est disponible sur la Marketplace Sonar. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a 4 de nos plugins qui sont dispo sur la Marketplace Sonar aujourd'hui. On va revenir là-dessus juste après. Mais voilà, on peut installer assez facilement depuis l'administration la partie Marketplace. Là, on va retrouver donc, tous les plugins qui ont été validés par Sonar Cube. Et donc, on va retrouver les plugins EcoCode à ce niveau. Et donc, on a la possibilité d'installer en un clic. Là, par exemple, je vais prendre le plugin JavaScript, mais on va retrouver Java, PHP et Python. Donc, je clique sur Install. Et du coup, en un clic, il va m'installer le plugin et il faut juste redémarrer le serveur. Donc, pendant qu'il redémarre, je voulais vous présenter un petit peu les différences par rapport aux autres plugins. Le plugin JavaScript il est un petit peu différent parce qu'en fait, on n'a pas cette notion d'AST qui est disponible en Java. En fait, les règles ne s'écrivent pas en Java, pardon, excusez-moi. Elles s'écrivent en JavaScript par le biais d'un outil qui s'appelle donc ESLint. Donc d'un point de vue utilisation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire on a juste besoin d'installer le plugin dans notre instance SonarCube et analyser notre projet comme n'importe quel autre projet. C'est juste qu'on va se servir d'une instance de ESLint en interne et on va avoir un plugin ESLint qui va aussi être disponible. Donc vous allez retrouver dans le dépôt une architecture un petit peu différente. On va quand même retrouver les différents markdowns dont a parlé David, mais on a deux dossiers bien distincts. Donc un dossier qui va contenir le plugin ESLint et un dossier qui va contenir le plugin Sonar. Et le plugin ESLint, on peut voir qu'on a la possibilité aussi d'installer le plugin sans même utiliser la partie Sonar. Bon, ce n'est pas forcément l'objectif du projet EcoCode, mais on a aussi cette possibilité-là. Pour ceux qui n'ont pas forcément SonarCube, ils peuvent utiliser la partie ESLint dans leur projet JavaScript sans souci. Donc là, entre-temps, je pense qu'il a installé et redémarré mon projet, enfin mon SonarCube. Donc là, on peut voir qu'il a été installé directement dans mon instance. Donc si je vais dans les rules et dans la partie repository, je vais retrouver les 19 règles qui ont été ajoutées pour EcoCode. Donc là, moi, je vais les activer dans les profils. Donc je vais faire ça assez rapidement, hein. J'ai juste besoin de l'ajouter dans mon profil, dans le profil que j'ai créé pour chaque langage. Donc là, je viens de le faire pour le JavaScript. Je vais le faire également pour le TypeScript. Donc là, j'ai créé un autre profil également. Hop, repository EcoCode et j'active donc toutes les règles dans ce profil-là. Et donc, j'ai aussi pris sur mon PC le projet de test JavaScript, donc il va contenir, comme a expliqué David, hein, différents cas en utilisation réelle dans un projet. Donc là, par exemple, on a la dizaine de règles qu'on va pouvoir retrouver ici. Et donc, je vais utiliser aussi le petit script qui est disponible pour pouvoir le pousser dans Sonar. Donc là, ça prend un petit peu plus de temps en JavaScript parce que justement, il a besoin de lancer ESLint, etc. Donc là, ça prend une quarantaine de secondes. Pendant ce temps-là, je voulais vous montrer que effectivement, donc on a un certain nombre de markdown aussi dispo et on a la liste des règles. Donc là, on a une dizaine de règles. L'objectif du plugin JavaScript, c'est de traiter à la fois du front-end et du back-end. Donc on a plus de règles front aujourd'hui qui sont dispo, mais on va aussi avoir des règles back-end qui vont être de plus en plus dispo on va avoir de plus en plus de règles back-end qui vont aussi s'ajouter. Et on a aussi des règles communes aux deux, tout en sachant qu'on supporte aujourd'hui du React également. Donc on a la possibilité de faire des règles en JSX. Pour ceux qui ont des projets React, ça peut être aussi pertinent de l'utiliser. Donc là, entre-temps, l'analyse c'est terminé. Donc je vais retrouver mon projet dans mon instance. Voilà.
Donc là, on va retrouver 29 codes SMEL qui ont été renvoyés par mon analyse. Donc là, moi, j'ai quasiment que des codes SMEL d'éco-conception. Donc je voulais prendre 2-3 exemples également. Donc là, on va retrouver par exemple la règle pour dire que, donc là, c'est une règle front qui demande à ne pas utiliser la géolocalisation trop précise, parce que utiliser la géolocalisation trop précise consomme plus de CPU et plus de ressources. Donc voilà, on va retrouver aussi la raison de l'existence de cette règle et des exemples de ce qu'il ne faut pas faire et des exemples de ce qu'il faut faire. Et on va avoir ces éléments-là pour chacune des règles remontées. Donc ça, c'est exactement comme les autres plugins. Et on a par exemple ici une règle back qui va donc s'appliquer sur le framework Nest.js pour expliquer qu'il faut plutôt retourner des collections qui sont paginées plutôt que de retourner une collection complète lorsqu'on fait des routes d'API. Donc ça, voilà, on a aussi cet exemple-là qui peut aussi être pertinent. Et voilà, on peut retrouver les différentes règles dans le cas d'utilisation réelle. Voilà pour cette démonstration sur la partie JavaScript. Ok, alors je te repartage le PowerPoint. Tac. Ça arrive. Et je te laisse prendre la main, Ouais, parce que c'est toi qui parles, je crois, en ça diapo. marche. Dans la Oui, diapo. effectivement, je vais revenir Ouais, sur la partie marketplace. c'est ça. J'expliquais effectivement juste avant qu'on avait un certain nombre de plugins qui sont dispo sur la marketplace. Donc, il y en a 3 qui sont dispo depuis avril. Et donc, le plugin JavaScript vient d'arriver dans la marketplace ce mois-ci. Ah, Donc, on n'a ouais, pas des petits, on a un problème de caractère là à droite, là. Non? effectivement, on a un petit souci de Ouais. caractère. Bon, Ouais, c'est bon, c'est pas censé grave. marquer Java, Python, Java, PHP et JS. c'est ça, JS. Donc, c'est les 4 Alors plugins désolé. qui sont dispo aujourd'hui sur la marketplace. Donc, ça apporte 2 éléments. Enfin, il y a 2, on va dire, niveaux de sécurité. Donc, déjà, le premier niveau, c'est qu'on crée un plugin SonarCube. SonarCube, c'est un environnement qui est quand même assez sécurisé, puisqu'en fait, il fournit une API qui peut être utilisée par les plugins. En fait, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans les plugins. On a quand même une base qui est fournie par SonarCube et avec laquelle on peut communiquer avec l'instance. Donc, on peut pas faire tout et n'importe quoi dans un plugin. Et on a donc un deuxième niveau de sécurité, puisque pour intégrer la marketplace Sonar, il faut montrer patte blanche. Donc, il y a beaucoup de règles à respecter pour pouvoir le contrôle. Ah, t'as essayé de relancer le contrôle Ouais, mais ça marche pas. sans Bon, c'est pas succès? grave. Bon. Ouais. C'est pas grave, je vais faire avec. Ok. Donc on a effectivement beaucoup de règles à respecter pour pouvoir intégrer le marketplace SonarCube. Donc cette intégration est faite par un membre de l'équipe de Sonar qui fait beaucoup de vérifications sur est-ce que le projet est open source, est-ce que le projet déjà respecte les règles de qualité Sonar. Il y a beaucoup de règles autour des nomenclatures, des règles, de la description des règles, est-ce qu'elles sont pertinentes. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses à respecter avant d'intégrer la marketplace. Et il faut aussi il vérifie également si on fait bien, si tout est sécurisé, c'est-à-dire que si on ne fait pas d'appel extérieur, si on utilise bien des éléments qui sont uniquement propres à l'API Sonar. Donc voilà, toutes ces choses-là, toutes ces vérifications ont été faites sur les 4 plugins qu'on a mis sur la marketplace. Donc à ce sujet, il n'y a pas de, on est bien sécurisé là-dessus. Ok, alors donc pour continuer sur la sécurité, donc troisième argument du coup, c'est que c'est un projet open source, donc toutes les sources sont lisibles par tout le monde, hein, vous pouvez aller les voir, hein. Donc j'ai remis le QR code du GitHub et vous pouvez aller voir dans le code, il n'y a pas d'appel externe, on n'a pas besoin de récupérer des choses ailleurs, etc. Donc parce qu'on est limité pour pouvoir faire un plugin Sonar, il faut utiliser les frameworks fournis par Sonar. Donc pour Java, il y a une API particulière pour Java. Python également, JS également. Donc en fait, on est assez contraint et on peut pas, enfin en tout cas, si vous allez voir le code, il n'y a pas d'appel externe. Donc c'est aussi un gage de sécurité que de proposer de montrer le code comme il est fait. Donc je vous ai montré tout à l'heure rapidement sur Java, mais tous les autres sont faits de la même manière.
Euh, Ensuite, deuxième argument, c'est que à l'heure actuelle, il y a une équipe de core contributeurs qui sont les relecteurs et les garants en fait, de ce qui arrive sur le plugin. Donc, il y a forcément, tout le monde peut contribuer. C'est le but un peu de la communauté, c'est d'ouvrir le code et que tout le monde peut s'approprier le code et contribuer. Pour ça, il faut forcément faire un fork et ensuite proposer l'amélioration ou une correction de bug via une pull request. Donc, c'est relu par un membre de la core team et quand il y a des doutes, c'est même discuté en interne dans l'accord team. Et pour que ça soit validé, il y a une dot list, donc une definition of done, pour bien vérifier qu'on a bien tout bien mis, etc. Par exemple, le projet de test environnement réel, qu'il est bien mis à jour aussi avec un nouveau use case, etc. Donc il y a quand même aussi un process assez carré pour dire, bah voilà, la nouvelle fonctionnalité arrive. Troisième chose, c'est que depuis peu, on a ce qu'on appelle un club utilisateur avec des grands noms. Par exemple, dans le secteur bancaire, il y a le Crédit Agricole qui nous accompagne depuis très longtemps, qui notamment s'occupe du hackathon, etc., qu'on fait annuellement. La Société Générale, pour qui avec qui on a travaillé en collaboration pour créer des nouvelles règles, même Python custom, mais bon, c'est eux qui vont les reverser dans la communauté dans pas longtemps. BPCE, LCL, Biforbank, etc. Il y a aussi des grands noms comme Enedis, RTE, bah, Page Jaune, nous, ça fait un petit moment déjà qu'on l'a intégré aussi. Et puis des TPE, PME aussi, bon voilà, il y a un certain nombre. Et ce qui arrive également, donc encore des idées qui pourraient encore aller plus loin dans la sécurité, c'est intégrer justement cette vérification des vulnérabilités, donc avec Dependabot, qui est on va dire, le système natif possible dans GitHub, mais aussi utiliser des frameworks, des outils comme Snyk, par exemple, que nous, on a en interne chez PageJaune et qui fonctionne très bien, qui est très centralisé sur les vulnérabilités donc la sécu, hein. Et pour l'open source, il y a une partie gratuite, donc on pourrait aussi voilà, imaginer ce genre de choses. Je te redonne la main. Ah mince. Ah bah Ah bah attends. Voilà, on voit rien du tout. Bah attends, je vais relancer le PowerPoint pendant que tu parles un peu du hackathon si tu veux bien. ouais, ouais, ça marche, pas de souci. Ouais, bah oui, du coup, il y a eu un hackathon donc organisé en collaboration avec le Crédit Agricole qui a eu lieu donc en 2022 et en 2023. Donc, il y aura certainement une édition aussi l'année prochaine qui est en cours de préparation. Donc, l'objectif du hackathon, hein, c'est d'avoir des conférences déjà sur le sujet de l'éco-conception, et de réunir un certain nombre de participants de plusieurs entreprises, notamment des entreprises qu'on a citées qui font partie du club utilisateur aujourd'hui. Donc, on était un peu plus d'une centaine en 2022. Et donc, pendant cet hackathon, on imagine, il y a deux actions principales, hein. On travaille, on implémente des règles qui ont déjà été réfléchies, et on va aussi réfléchir à de nouvelles règles. Donc, pendant le hackathon, il y a eu un certain nombre de règles, bon, normalement sont affichées sur le doc, mais Ouais, il y bon a eu quand bah même un rapide. certain nombre de règles qui ont Qu'est-ce qui été se passe? réfléchies et intégrées. Et donc, l'objectif, c'est certainement voilà, d'essayer de faire ça aussi faire ça pour l'année prochaine. Donc voilà, quelques photos qu'on a remises là sur la précédente édition, donc en 2023. Je vais pas, voilà, on va passer assez vite là-dessus. Voilà, ce qui est important, c'est la partie contribution. Donc, c'est ce que disait David, hein, l'open source, c'est vraiment quelque chose qui est important pour le projet EcoCode, parce que bah, ça favorise à la fois la collaboration et la transparence. La transparence, c'est quelque chose qui est vraiment important pour expliquer, déjà montrer le code source de nos règles, expliquer pourquoi ces règles existent, et aussi la possibilité de montrer et de proposer une démarche en fait autour de ces règles-là. Et la communauté peut tout à fait proposer des améliorations, des correctifs, voire même des suppressions de règles, si jamais une règle qui est pas forcément pertinente, ça peut arriver. Et dans ce cas, voilà, on en discute, la communauté propose des éléments, et il y a aussi une démarche, on va dire une démarche par la preuve qui est possible par l'open source et la contribution ouverte. C'est que chacun peut apporter des éléments sourcés, des éléments, on va dire, scientifiques, en utilisant des outils de mesure, par exemple. Et voilà, tout ça est possible par cet élan de collaboration, et toutes ces choses-là nous permettent de légitimer le projet, et d'être transparent vis-à-vis de ce qu'on propose dans nos plugins. Donc voilà, ces deux éléments-là sont vraiment la pierre angulaire du projet EcoCode. Voilà. Voilà. Merci à Donc, tous de ouais. nous avoir Merci. écoutés. Si vous avez Et il des nous questions, reste, alors on n'est pas très en avance là. reste On quelques avait minutes. dit, Ouais. ouais, on avait dit 10 minutes, mais là, un peu limite. Donc si vous avez des questions,
pouvez, vous ouvrez le micro et puis vous pouvez y aller. Moi, j'ai une première question. Du coup, là, au niveau la stack, enfin, des langages supportés, ça couvre un peu ce qu'on fait chez Nickel, mis à part un langage qui est le Scala. Est-ce que vous avez un peu de vue sur ce langage-là? Est-ce que vous avez peut-être des choses peut-être qu'un jour il sera présent dans EcoCode ou pas? Alors, tu veux répondre, Maxime, ou j'y vais, n'importe? Vas-y, j'ai pas forcément de vision sur ce truc-là. Alors, à l'heure actuelle, les règles qui sont en place et proposées par EcoCode ont été développées par des développeurs qui connaissaient bien ces langages-là. Donc, en se basant sur les référentiels, donc ils ont traduit en dev ce que le référentiel disait. Donc, les langages qui existent aujourd'hui, donc Java, PHP, Python, JavaScript, la plupart du temps, c'est qu'il y a des experts dans la communauté, en tout cas dans la core team. Les autres langages, en fait, sont largement possibles. En fait, tous les langages que Sonar sait gérer, et Scala en fait partie, on pourrait très bien l'imaginer. Typiquement Rust, au dernier hackathon, il y a eu pas mal de règles qui ont été imaginées, mais on n'a pas d'expert Rust pour dire bah oui, c'est bien, c'est pas bien, comment on va mesurer mesurer l'impact de telle écriture par rapport à telle autre. En fait, nous, on n'a pas d'expert Rust, on est à la recherche d'experts de chaque langage pour dire bah oui, en effet, on va te créer un use case, un fichier use case avec ce use case qui est OK, ce use case qui n'est pas OK. Et ensuite, un développeur, n'importe qui sait faire du Java, alors, Sonar est écrit en Java, donc pour implémenter la règle, c'est forcément du Java. Mais cette Sauf en règle-là, JavaScript. sauf en JavaScript, excuse-moi Maxime, sauf en JavaScript, en plus tu as dit tout à l'heure. Sauf le JavaScript, qui est particulier. Donc il faut quand même savoir faire du Java pour implémenter la règle. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'interdire de faire du Scala, parce que le Scala est supporté par Mm. Sonar. Donc si on a un spécialiste qui dit, voilà les use cases, après on peut donner la main à n'importe quel développeur Java pour implémenter ce qu'a proposé l'expert Scala. Donc au contraire, nous on est très friands d'experts de tout niveau, de tout langage, alors supporté par Sonar, euh, et même l'expert n'est pas obligé d'implémenter la règle. L'expert sera là plutôt pour dire, OK, voilà les use cases, je te donne des fichiers d'exemple, voilà comment les valider en termes de perf, par exemple, je ne sais pas, il y a des frameworks certainement pour valider si c'est bien, si c'est pas bien. Donc en fait, non, on n'est pas fermé. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y en a pas et qu'il y a, on va dire, si peu de langage, parce que voilà, EcoCode est quand même un projet, vous avez vu dans la timeline, est un projet quand même encore assez jeune. Bon, ça a 2 ans, mais du coup, c'est quand même tout ce qui impacte l'environnement, c'est quand même très en vogue. Donc, on voit bien qu'il y a une grosse appétence de plein d'entreprises qui mettent même des moyens pour travailler avec ça. Donc, soit ils payent, typiquement comme la Société Générale, qui a payé des prestations pour implémenter telle règle en Python, etc., parce qu'ils ont des gros experts Python chez eux, pour tester en local. C'est une première manière, soit des entreprises, alors comme la mienne par exemple, qui me dégagent une journée par semaine pour que je puisse travailler sur ce projet-là. Et donc du coup, je contribue comme ça. Donc tu vois, il y a différentes manières d'intervenir sur un projet comme ça. Donc ce cas-là, au contraire, enfin, s'il y a des idées, si vous avez des use cases, au contraire, vous avez vu dans les tableaux, on n'a aucune règle en attente qui a été imaginée, etc. Donc au contraire, on est très preneur de ce genre de choses. Pas forcément sur l'implémentation, mais en tout cas, les idées, en fait. Les use cases sont super importants pour nous. Ok, merci. Donc, il ne faut pas hésiter, hein, aller faire un petit tour sur le GitHub, tout ça. Il y a de la documentation partout. Donc, dès que vous rentrez, vous êtes redirigé. Il y a des liens un peu partout qui vous redirigent sur les endroits qui vous intéressent, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à créer des issues, même s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Au contraire, hein, même si la doc n'est pas claire, vous créez une issue et puis on va essayer de s'améliorer. Le but, c'est de s'améliorer de manière constante. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la conversation? Peut-être pas. Non, il n'y en a pas. Bon, voilà. Je vais arrêter le. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, j'arrête l'enregistrement. Allez, hop, j'arrête l'enregistrement.